Car pour certains, réduire les émissions de CO2 signifie ralentir, réduire la consommation et donc le chiffre d'affaires. L'Amérique semble avoir été imaginée pour servir les besoins commerciaux de l'industrie du pétrole et de l'automobile. Dans un film de propagande des années 30, le fabricant de voitures General Motors décrit les villes de demain. Over space, man has begun to win victory. Over a spectacular suspension bridge, the motorway enters a large city. A feature of this bridge is the elimination of congestion, fresh air, fine green parkways, recreational and civic centers. Elevated sidewalks give a new measure of safety and convenience to pedestrians. They actually double the available width for traffic in the street. And so, we see some suggestion of the things to come. « 50 ans plus tard, la prophétie de General Motors s'est réalisée. Les États-Unis sont devenus la première économie dont le développement repose essentiellement sur l'émission de gaz carbonique. La voiture et les bretelles d'autoroute envahissent le cœur des villes. Les transports en commun existent, mais ils semblent réservés aux perdants. Quant à l'électricité, elle est produite par des centrales au charbon géantes, rejetant des tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Les engagements de Al Gore allaient avoir bien du mal à passer. Les sénateurs américains vont refuser de contresigner Kyoto. Ils sont travaillés au corps quotidiennement par une armée de lobbyistes au service des industriels. Il y a eu une alliance entre l'industrie automobile, électrique, charbonnière et pétrolière. On appelle ça le club du carbone. C'est un lobby très puissant et ils sont restés ensemble, soudés. Et ils répétaient la même chose, le réchauffement climatique n'existe pas, il n'est pas créé par nos émissions. Et si on essaie de le combattre, ça va détruire l'économie et ça prendra votre liberté. Ce que les gens comme Greenpeace veulent faire, c'est vous prendre votre voiture et détruire votre vie. En 2001, l'Amérique élit un nouveau président totalement opposé aux vues de Al Gore sur le climat. George W. Bush va enterrer une fois pour toutes le traité planétaire de Kyoto. Il s'en expliquera face à son challenger John Kerry lors de la campagne présidentielle de 2004. Si on avait ratifié le traité de Kyoto, cela aurait coûté beaucoup d'emplois à l'Amérique. C'est un de ces accords qui vous rend populaire en Europe, alors vous le signez. Mais cela nous aurait coûté trop cher. Il y a une meilleure façon de faire les choses. Voici les faits. La qualité de l'air est meilleure depuis que je suis président. Pour ne pas perdre le confort de vie auquel nous sommes habitués, et aussi pour protéger l'environnement, il faut mettre de l'argent dans les nouvelles technologies. En attendant ces nouvelles technologies qui réduiront un jour l'effet de serre, sous la présidence de Bush, les voitures se mettent à grossir dangereusement. Elles n'ont même jamais été aussi énormes. Que s'est-il passé ? Le gouvernement Bush a offert une réduction fiscale massive aux patrons de petites entreprises qui achètent un 4x4 ou un camion urbain. Si vous vous payez une grosse voiture, le fisc américain vous rembourse jusqu'à 100 000 $ de vos impôts. Les 4x4 deviennent presque gratuits. Le ministre de l'Énergie doit s'expliquer face à certains journalistes scandalisés.
C'est un encouragement pour les patrons de PME, pas seulement pour leurs affaires, mais pour qu'ils achètent les voitures les plus gourmandes en essence, celles qui pèsent 3 tonnes, les plus grosses. Est-ce bien raisonnable? Je ne pense pas qu'on puisse dicter aux gens quelle voiture ils doivent acheter. Vous les encouragez. On peut presque acheter la voiture en entier avec le crédit d'impôt. Je ne pense pas qu'il sera utilisé comme ça. Il y a des preuves que oui. Je ne sais pas, on verra ce qui se passe plus tard. On a vu, après cette mesure, la moitié des voitures vendues aux États-Unis seront des 4x4. C'est un record historique. Petit rappel, pour parcourir un seul kilomètre, une petite voiture produit 120 grammes de CO2. Un gros 4x4 peut monter jusqu'à 350 grammes, soit 3 fois plus pour le même kilomètre. George W. Bush est un ancien dirigeant de l'industrie pétrolière, tout comme son numéro 2, Dick Cheney, et Condoleezza Rice, sa ministre des Affaires étrangères. Mais désormais, ils sont censés être au service du public et ne doivent pas mélanger leur mandat aux intérêts privés. Alors, pour se faire entendre, les industries du carbone vont mobiliser des centaines d'hommes d'influence, les lobbyistes. Cette armée discrète et plutôt bien payée vit à Washington, à quelques mètres du pouvoir central. Leur bureau se trouve souvent ici, rue K. Selon leur degré de puissance, les lobbyistes peuvent séduire ou menacer les politiques, et même modifier les lois. Ils tentent de manipuler la presse et l'opinion, de contrôler la perception du public. Ils fabriquent même des publicités télévisées avec un message énorme, voire colossal. Ils disent qu'il faut forcer les gens à consommer moins, mais nous dépendons de ce carburant pour notre agriculture, pour transporter nos enfants, pour éclairer nos vies. Et le dioxyde de carbone, ce n'est pas de la fumée ou de la pollution, c'est l'air que nous expirons et que les plantes inspirent. Le dioxyde de carbone, ils appellent ça pollution. Pour nous, c'est la vie. Diffusée à la télévision, cette publicité a été fabriquée par l'Institut pour une entreprise compétitive en 2007. Institut est un mot noble pour désigner un commando d'hommes d'influence particulièrement actifs pendant la guerre du climat. Nous avons rencontré l'un de leurs leaders, une sorte de célébrité parmi les lobbyistes, Myron Ebell. Nous sommes en plein milieu de Washington. Si vous regardez par là, 3 blocs, vous pouvez voir la Maison-Blanche. Le Capitole, le Parlement, est à 2 km dans cette direction. C'est vos cibles, en fait. La présidence, le Parlement. Exactement. Pendant longtemps, vous avez eu des financements très consistants de l'industrie pétrolière et automobile. En tant que groupe à but non lucratif, la loi américaine ne nous oblige pas à révéler qui nous finance. Alors on ne le dit pas, c'est tout. Ça nous rend la vie tellement plus facile de ne pas vous le dire. Mais il est connu que ExxonMobil nous finance car eux, ils sont un peu inhabituels, ils le divulguent, ils le mettent, notamment sur leur site internet. ExxonMobil est l'entreprise la plus rentable au monde. Certes, ce n'est pas la seule à financer des lobbyistes climatiques. Mais chaque année, dans ses bilans, elle rend public en toute transparence ce que les autres maintiennent secret, c'est-à-dire à qui va l'argent. Ça n'a pas échappé aux écologistes de Greenpeace qui en ont profité pour poster les informations sur Internet. Depuis Kyoto, en 1997, nous avons découvert qu'ExxonMobil a injecté 20 millions de dollars dans une centaine de groupes de pression qui ont tenté de peser dans le débat sur le réchauffement climatique. Un homme issu de cette galaxie d'influence va même réussir à s'infiltrer dans un poste crucial. Il va devenir l'interface entre la communauté scientifique du climat et la présidence des États-Unis. Il s'appelle Philip Cooney. Cet homme a travaillé sous les ordres de Cooney. C'est lui qui a dénoncé l'infiltration. Celle-ci aurait pourtant dû rester secrète.